La WWE a pour vocation de repousser les limites, mais parfois, ces limites brisent des parties du corps. Qu'il s'agisse de chutes choquantes ou d'impacts qui brisent les os, ces blessures ont laissé le public abasourdi, et les catcheurs étaient à peine capables de sortir du ring. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les moments qui ont poussé les hommes et les femmes les plus endurcis à se demander s'ils remonteraient un jour sur le ring. Voici les blessures les plus effrayantes de l'histoire de la WWE. Le 3 août 1997, pendant SummerSlam, Stone Cold Steve Austin a subi l'une des blessures les plus graves de l'histoire du catch professionnel alors qu'il affrontait Owen Hart pour le championnat intercontinental. À un moment crucial, Owen Hart exécute un pile driver assis, une variante du mouvement où la tête d'Austin est positionnée plus bas que prévu. Au lieu de toucher le tapis avec le haut de ses épaules, Austin atterrit directement sur la tête, se blessant immédiatement et gravement à la nuque. L'impact a été catastrophique et a temporairement paralysé Austin. Comme il l'a rappelé plus tard, il ne sentait plus rien à partir du cou et craignait le pire, comparant son expérience à la paralysie de Christopher Reeve. Après une courte mais intense pause dans le match, Austin réussit à retrouver quelques mouvements et, déterminé à ne pas partir sur une civière, il improvisa un pin-up pour remporter le match. Le pinfall était faible en raison de sa condition physique, mais il lui a permis de repartir en tant que champion. Après le match, Austin était visiblement stupéfait, tenant le championnat. Mais la gravité de la blessure est devenue évidente alors qu'il luttait pour se tenir debout. Austin souffre d'une fracture du cou et de lésions nerveuses importantes. Il est contraint de renoncer au titre intercontinental un mois plus tard et passe les 3 mois suivants en convalescence. Malgré sa mise à l'écart, Austin n'a pas perdu son élan. Il reprend le combat à la fin de l'année 1997 et remporte le Royal Rumble au début de l'année 1998. Cependant, la blessure a eu des conséquences à long terme. Austin a dû modifier son style de combat, passant d'une approche plus technique à un style de bagarre et de coups pour protéger son cou. Ce changement est devenu l'élément central du personnage Stone Cold qui l'a propulsé au sommet de sa carrière. Bien qu'Austin n'ait pas gardé d'animosité envers Owen Hart, leur relation s'est refroidie après l'incident. Owen n'aurait appelé Austin qu'une seule fois après la blessure, ce dont Austin s'est montré déçu par la suite. Cette blessure n'a pas seulement écourté la carrière d'Austin dans les rings, elle a également joué un rôle essentiel dans l'histoire de la WWE. En fin de compte, cette blessure est considérée à la fois comme une tragédie et comme un tournant, car la carrière d'Austin est montée en flèche par la suite, mais elle a également marqué le début de son déclin physique, ce qui l'a conduit à prendre une retraite anticipée en 2003. 2 ans après la blessure d'Austin, le 5 octobre 1999, Darren Drozdov s'est blessé lors d'un enregistrement de SmackDown au Nassau Coliseum de Long Island. Lors d'un match contre D'Lo Brown, l'incident s'est produit alors que ce dernier tentait sa fameuse Running Powerbomb. Pour de multiples raisons, notamment parce que Droz portait une chemise ample et qu'il ne pouvait pas l'aider à sauter, Brown n'a pas pu s'agripper correctement, ce qui a fait que Droz a atterri sur la tête. Sous l'effet de l'impact, Droz s'est fracturé 2 vertèbres du cou, ce qui l'a rendu quadriplégique, c'est-à-dire paralysé à partir du cou. Les images du match n'ont jamais été diffusées, et bien que Droz ait subi des heures d'opération pour réduire la pression sur sa colonne vertébrale, il est resté paralysé. Avec le temps, il a toutefois retrouvé un peu de mobilité dans le haut de son corps et dans ses bras. Malgré la gravité de la blessure, Droz a toujours exprimé qu'il n'avait aucune animosité envers D'Lo Brown, reconnaissant qu'il s'agissait d'un accident tragique qui aurait pu arriver à n'importe qui sur le ring. Après sa blessure, Droz est resté impliqué dans la WWE en tant qu'écrivain et chroniqueur. Il est apparu dans l'émission en ligne de la WWE Bite This et a écrit des prédictions pour divers événements en direct. Son attitude positive face à l'adversité a inspiré de nombreux membres de la communauté du catch. Tragiquement, Droz est décédé en juin 2023, mais son héritage de résilience reste dans les mémoires des fans et de ses pairs. Le moment suivant, cependant, a été enregistré. La blessure de Joey Mercury lors de l'Armageddon de la WWE en 2006 est l'un des moments les plus horribles de l'histoire du catch.
Elle s'est produite au cours d'un match d'échelle à 4 impliquant Eminem, Mercury et Johnny Nitro, The Hardys, Paul London et Brian Kendrick, et Dave Taylor et William Regal. La blessure s'est produite lorsqu'une échelle a été projetée dans le visage de Mercury après que Jeff Hardy ait sauté dessus, provoquant un violent rebond de l'échelle. Ce spot était intrinsèquement dangereux. Mercury était censé se protéger en levant les mains pour bloquer l'échelle, mais dans la fraction de seconde précédant l'impact, il n'a pas levé les mains à temps. L'échelle s'est écrasée directement sur son visage, lui fracturant le nez et l'os orbital. Le sang a pour refermer les profondes coupures sur son visage. L'image de Mercury trébuchant au bord du ring, le visage couvert de sang, reste l'un des moments les plus choquants de la WWE en ce qui concerne les blessures. Malgré la nature horrible de la blessure, Mercury n'a jamais perdu connaissance et se souvient parfaitement de tous les détails de l'incident. Il décrivit plus tard l'impact comme s'il avait été frappé au visage par une échelle en acier de 100 livres se déplaçant à 160 km/h ou comme s'il avait traversé la tête la première, le pare-brise d'une voiture sans ceinture de sécurité. Il est resté conscient tout au long de l'épreuve, mais a été contraint de quitter et a repris le combat quelques semaines plus tard. Cependant, le bilan mental est beaucoup plus lourd. En proie à des problèmes de dépendance avant la blessure, la douleur de l'accident a exacerbé sa dépendance aux analgésiques, ce qui a encore fait dérailler sa carrière. C'est ce qui l'a conduit à quitter la WWE en mars 2007. Malgré son rétablissement physique, Mercury a admis que son état mental s'était détérioré et que la blessure était devenue le catalyseur de son combat contre la toxicomanie. Aujourd'hui, Mercury est largement respecté dans le monde du catch pour son travail en coulisses en tant que producteur et entraîneur, ayant joué un rôle important à la Ring of Honor. Son parcours, depuis cette blessure dévastatrice jusqu'à sa résurgence derrière le rideau, témoigne de sa résilience et de son dévouement à l'industrie. En ce qui concerne les catcheurs qui se sont reconvertis dans les coulisses, Triple H a subi 2 blessures dévastatrices au quadriceps au cours de sa carrière, ce qui a eu un impact considérable sur sa carrière à la WWE. Le 21 mai 2001, lors d'un match en équipe à Rio, Triple H a subi sa première grande déchirure du quadriceps. Faisant équipe avec Stone Cold Steve Austin contre Chris Jericho et Chris Benoit, Triple H s'apprête à interrompre la prise de soumission de Jericho, les Walls of Jericho, sur Austin. En plantant maladroitement sa jambe gauche, son muscle quadriceps s'est complètement détaché de l'os. Remarquablement, malgré la gravité de la blessure, Triple H a terminé le match, se permettant même d'être soumis à la prise de soumission de Jericho. La blessure a nécessité une intervention chirurgicale immédiate pratiquée par le Dr James Andrews, chirurgien orthopédique de renom. La convalescence devait durer environ 9 mois et Triple H a suivi une thérapie physique intensive. Il revient finalement le 7 janvier 2002 au Madison Square Garden avec l'une des réactions de foule les plus mémorables de l'histoire de la WWE. Ce moment marque son retour à temps plein après près de 8 mois d'absence, à la suite d'une rééducation intensive et d'un engagement à se rétablir. Malheureusement, 5 ans jour pour jour après son retour, Triple H subit une 2e déchirure du quadriceps, cette fois à la jambe droite, lors de l'événement en direct New Year's Revolution, le 7 janvier 2007. Alors qu'il faisait équipe avec Shawn Michaels en tant que D-Generation X contre Rated RKO, Edge et Randy Orton, Triple H a senti son quadriceps droit céder lors d'une prise de routine. Le match s'est arrêté alors que Triple H luttait pour rester debout et continuer. Et l'arbitre Marty Elias a signalé le redoutable X pour indiquer une blessure légitime. Après l'événement, on a diagnostiqué chez Triple H une déchirure de l'un des 4 tendons de son quadriceps droit et il a fallu l'opérer à nouveau. Cette fois encore, c'est le Dr James Andrews qui se charge de l'opération et cette fois, le temps de récupération est estimé entre 4 et 6 mois. Triple H a dû faire face à une nouvelle période de rééducation épuisante. Malgré la récurrence d'une blessure aussi importante, il reprend le combat en 2007. Poursuivant sa carrière riche en rebondissements. Ces 2 blessures ont été des échecs majeurs, mais la capacité de Triple H à revenir plus fort à chaque fois a mis en évidence sa résilience et son engagement dans le sport. Aussi horribles qu'aient été les blessures de Triple H, elles ne mettaient pas sa vie en danger. En revanche,
La blessure suivante l'était. Le 11 mars 2022, Big E a subi une blessure mortelle lors d'un match à SmackDown. Lui et son partenaire du New Day, Kofi Kingston, affrontaient Ridge Holland et Sheamus dans un match d'équipe standard lorsque l'accident s'est produit. Au cours du match, Ridge Holland a tenté de faire un belly-to-belly suplex sur Big E à l'extérieur du ring. Malheureusement, Holland n'a pas fait pivoter Big E complètement, ce qui l'a fait atterrir directement sur le dessus de sa tête. Cela a entraîné une fracture des vertèbres C1 et C6 dans le cou de Big E. Le personnel médical s'est immédiatement précipité vers Big E pour l'aider à se rétablir. Le personnel médical s'est immédiatement précipité aux côtés de Big E, qui a été évacué de l'arène en civière. Malgré la gravité de la blessure, Big E est resté positif et a partagé des mises à jour sur les médias sociaux depuis l'hôpital. Il a eu la chance d'éviter des dommages plus catastrophiques tels que la paralysie ou une lésion de la moelle épinière, et les médecins ont confirmé qu'il n'avait pas besoin d'être opéré. L'absence de lésion de la moelle épinière signifie que, malgré la gravité de la blessure, il n'a pas eu à souffrir de problèmes neurologiques à long terme. Big E a révélé par la suite qu'il était passé tout près d'un sort encore plus funeste, déclarant qu'il avait évité de justesse un accident vasculaire cérébral, une paralysie ou même la mort en raison de la position et de la gravité de la fracture. Malgré le choc physique et émotionnel, il a exprimé son immense gratitude pour le soutien de ses fans, de ses collègues et de ses amis pendant sa convalescence. Dans les mois qui ont suivi sa blessure, Big E a régulièrement donné des nouvelles de son état. S'il se sent bien physiquement, sa vertèbre C1 n'est pas complètement guérie. La cicatrisation se fait avec des tissus fibreux au lieu de nouveaux os, ce qui a retardé son retour potentiel sur le ring. Bien qu'il continue à participer au spectacle de la WWE et aux efforts de recrutement, l'avenir à long terme de sa carrière de catcheur reste incertain. La positivité et la résilience de Big E sont devenus des aspects déterminants de son parcours de guérison. Il continue à prendre la vie au jour le jour, reconnaissant d'être en bonne santé et plein d'espoir pour l'avenir. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'un catcheur pense que sa carrière est terminée, mais qu'elle redémarre quelques années plus tard, plus forte que jamais. Prenons l'exemple de Shawn Michaels. La blessure au dos de Shawn Michaels, qui a failli mettre fin à sa carrière, s'est produite lors du Royal Rumble de 1998 dans un casket match contre l'Undertaker. Au cours du match, Michaels a fait une chute arrière par-dessus la corde supérieure, atterrissant maladroitement sur le cercueil. Cela a causé des dommages importants au bas du dos, entraînant 2 hernies discales et l'écrasement complet d'un disque. Cette blessure a immédiatement affecté les capacités physiques de The Showstopper. Malgré tout, il a tenu bon pendant les quelques mois qui ont suivi, jusqu'à WrestleMania 14, où il a abandonné le titre de champion de la WWE à Stone Cold Steve Austin, dans ce qui était considéré comme son dernier match à l'époque. La gravité de la blessure était évidente, Michaels luttant contre une douleur intense, ce qui l'a conduit à prendre sa retraite en 1998. À l'époque, et une opération du dos. Les 4 années d'absence qui ont suivi n'ont pas seulement été une période de récupération physique, mais aussi une période pendant laquelle Michaels s'est attaqué à ses problèmes personnels, notamment la toxicomanie et les changements de mode de vie. À la surprise générale, Michaels a fait son retour à la WWE à SummerSlam dans un street fight contre Triple H, défiant les attentes et prouvant que son corps pouvait encore supporter les rigueurs du catch professionnel. Son retour a marqué le début d'un 2e chapitre dans sa carrière, au cours duquel il a continué à se produire à un haut niveau pendant près d'une autre décennie, avant de prendre sa retraite en 2010. Cette blessure, dont on pensait initialement qu'elle mettrait fin à sa carrière, a finalement ouvert la voie à l'un des plus grands retours de l'histoire de la WWE. La résilience et le dévouement de Michaels ont non seulement consolidé son héritage comme l'un des plus grands de tous les temps, mais ont également inspiré une nouvelle génération de catcheurs. Quelqu'un qui s'est définitivement inspiré de Shawn Michaels n'est autre que Seth Rollins. En novembre 2015, Rollins a subi une blessure dévastatrice au genou lors d'un événement en direct de la WWE à Dublin, en Irlande. Alors qu'il affrontait Kane, Rollins a tenté une Sunset Flip Powerbomb, un mouvement qu'il avait déjà exécuté à de nombreuses reprises. Cependant, cette fois-ci, l'atterrissage s'est mal passé et le genou de Rollins s'est déformé. Les dégâts sont importants. Il se déchire le ligament croisé antérieur, le ligament croisé postérieur
et le ménisque interne du genou droit. Cette blessure est considérée comme catastrophique dans le monde du catch professionnel, d'autant plus que Rollins est alors champion du monde poids lourd de la WWE. La blessure a contraint Rollins à renoncer au titre de la WWE et à subir une intervention chirurgicale immédiate pratiquée par le Dr Jeffrey Dugas à Birmingham, en Alabama. Le pronostic était sombre, avec un temps de rétablissement de 6 à 9 mois. Cela signifiait qu'il manquerait WrestleMania 32, où il était censé jouer un rôle majeur. Rollins a travaillé avec diligence tout au long d'un processus de rééducation épuisant. Le chemin de la guérison a été à la fois physique et mental, car la blessure l'a non seulement écarté du ring, mais a également introduit une incertitude quant à la trajectoire de sa carrière. Rollins a expliqué à quel point il était difficile d'accepter une si longue période loin du catch, un sport qui avait défini sa vie pendant des années. Après des mois de cure de désintoxication, Rollins est revenu triomphalement à Extreme Rules en mai 2016, attaquant Roman Reigns à la fin de l'événement pour marquer son retour. Son retour était très attendu et a marqué un moment important pour la WWE, rétablissant Rollins comme un catcheur de premier plan dans la société. Cependant, il a dû ajuster son style sur le ring pour éviter les mouvements à haut risque qui pourraient compromettre davantage son genou. Ironiquement, le catcheur suivant a également dû renoncer au titre de champion de la WWE en raison d'une blessure, mais celle-ci s'est produite lors d'un match contre Seth Rollins. La blessure de Finn Balor à SummerSlam 2016 a marqué un tournant majeur dans sa carrière et dans le paysage de la WWE à l'époque. Le 21 août 2016, lors de son match contre Seth Rollins pour le championnat Universal inaugural, Balor s'est gravement blessé à l'épaule. La blessure s'est produite lorsque la mi-match, faisant preuve d'une résilience et d'une détermination hors du commun pour terminer le combat. Malgré cela, le mal était fait. Après le combat, il a été révélé que Balor souffrait d'une déchirure du labrum, ainsi que de lésions supplémentaires au niveau du biceps, du tendon du pectoral et du cartilage. Ses médecins ont parlé d'une blessure à haute énergie, bien plus grave qu'une luxation classique de l'épaule. L'étendue de la blessure a nécessité une intervention chirurgicale immédiate qui a eu lieu quelques jours plus tard. Malheureusement, Balor a dû renoncer à son nouveau titre de champion du monde le lendemain de SummerSlam, lors de l'émission Monday Night Raw. La blessure l'a mis sur la touche pendant 6 à 9 mois. Au cours de sa convalescence, il a subi une deuxième procédure impliquant un traitement par cellules souches pour faciliter le processus de guérison. La blessure de Balor n'a pas seulement été éprouvante physiquement, elle a également constitué un revers majeur dans sa carrière. Il venait tout juste d'être appelé à rejoindre le roster principal de la WWE et était en passe de devenir le visage de Raw. Cependant, Balor a gardé une attitude positive tout au long de sa carrière, persuadé que ce revers avait une raison d'être et qu'il faisait partie de son parcours. La blessure a cependant conduit à une période de réflexion et à une rééducation intense, Balor faisant finalement un retour triomphal sur le ring en 2017. Malgré la frustration de voir son élan stoppé, la résilience de Balor et sa vision de son rétablissement sont devenus un élément central de sa carrière. En parlant de résilience, la déchirure du muscle pectoral de John Cena en octobre 2007 a été un événement majeur dans sa carrière et dans le paysage de la WWE à l'époque. La blessure s'est produite lors d'un match à Monday Night Raw contre Mr. Kennedy. En tentant un iptos, Cena s'est complètement déchiré le muscle pectoral droit. Malgré la gravité de la blessure, Cena a continué et a même terminé le match, participant à une attaque scénarisée de Randy Orton après le match. Le diagnostic établi après le match a confirmé le pire. Cena a subi une déchirure complète du muscle grand pectoral, nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. La blessure était si grave que le muscle s'était détaché de l'os, ce qui rendait la situation complexe et nécessitait un long processus de rééducation. Cena a été opéré le lendemain par le Dr James Andrews à Birmingham, en Alabama. Les responsables de la WWE s'attendaient initialement à ce que Cena soit indisponible pendant 6 mois à 1 an. Il a été contraint de renoncer à son titre de champion de la WWE qu'il détenait depuis plus d'1 an. Cette décision a entraîné un changement important dans la programmation de la WWE, puisque Randy Orton s'est emparé du titre, mettant en évidence son incroyable éthique de travail et sa résilience. Quelques mois plus tard, un autre catcheur de l'événement principal a été blessé. Randy Orton
s'est blessé à la clavicule lors de l'événement en direct One Night Stand le 1er juin 2008. Il affrontait Triple H dans un Last Man Standing match pour le titre de champion de la WWE. Pendant le match, Orton a tenté un RKO sur Triple H, mais il a été contré, ce qui a projeté Orton par-dessus la corde supérieure. Il atterrit maladroitement à l'extérieur, se brisant la clavicule gauche. Cette blessure l'oblige à quitter le match et à se faire soigner immédiatement. La gravité de la blessure est apparue clairement lorsque le personnel médical de la WWE a transporté Orton dans un hôpital proche à San Diego pour un examen plus approfondi. Il a été confirmé que sa clavicule gauche était cassée et qu'il souffrait d'un gonflement important et d'échymose. La WWE a d'abord estimé que la période de convalescence serait de 2 à 3 mois. Cependant, la situation s'est aggravée lorsque Orton a subi une nouvelle fracture de la même clavicule plus tard dans l'année, en août, à la suite d'un accident de moto. Cet accident a prolongé sa convalescence et repoussé son retour sur le ring. La blessure d'Orton est survenue à un moment critique de sa carrière. En tant que l'un des meilleurs heels de la WWE, son absence a eu un impact sur des intrigues majeures. Cette période de convalescence l'a contraint à manquer des événements clés, notamment SummerSlam 2008. Cependant, malgré ces contretemps, Orton est revenu en force à la WWE à la fin de l'année, poursuivant son héritage en tant que l'une des plus grandes stars de la compagnie. En parlant de stars et de blessures, il arrive qu'une blessure transforme un catcheur en star. La blessure de Becky Lynch le 12 novembre 2018, pendant la préparation des Survivor Series, a marqué un tournant dans sa carrière. Lors de cet épisode de Raw, Becky a mené une invasion surprise de la division féminine de SmackDown. Au cours de la bagarre chaotique entre les deux marques, Becky Lynch a été accidentellement frappée par Nia Jax d'un coup de poing violent, ce qui lui a causé une fracture du nez et une grave commotion cérébrale. Le moment est devenu instantanément emblématique, car Lynch, le sang coulant de son visage, a continué à se battre et s'est ensuite tenu debout dans la foule, confirmant ainsi son statut de « The Man ». À l'époque, ce moment a même été comparé à la promo d'Austin à 3-16 ou à son double tour contre Bret Hart à WrestleMania, où il avait du sang partout sur le visage. Dans un premier temps, la WWE a décrit la blessure de Becky comme une fracture du visage, mais il a été précisé plus tard qu'elle avait subi une fracture du nez qui aurait pu être prise en charge, mais que sa commotion cérébrale était le problème le plus grave. En conséquence, elle a été disqualifiée pour des raisons médicales et n'a pas pu participer au Survivor Series, où elle devait affronter Ronda Rousey dans un match très attendu. Ce match était crucial, car il était censé faire de Becky Lynch une star de premier plan à la WWE. Malgré ce revers, l'image de Becky Lynch ensanglantée mais debout est devenue un moment décisif de sa carrière. La blessure, au lieu de faire dérailler son élan, a amplifié sa popularité auprès des fans qui considéraient sa dureté comme un testament de son caractère. Lynch a choisi Charlotte Flair pour la remplacer lors du match des Survivor Series, ce qui a renforcé l'histoire entre les deux. La plupart du temps, cependant, les blessures n'ont pas de conséquences positives. La blessure qui a mis fin à la carrière de Tyson Kidd s'est produite le 1er juin 2015, lors d'un dark match avec Samoa Joe avant un épisode de Monday Night Raw. Tyson Kidd, un talent prometteur qui avait récemment pris de l'ampleur avec son partenaire de tag team Cesaro, affrontait Samoa Joe, qui venait d'être promu au roster principal depuis NXT. Au cours du match, Joe a exécuté son coup fétiche, le Muscle Buster, un coup relativement sûr qu'il a exécuté à de nombreuses reprises sans problème. Cependant, cette fois-ci, quelque chose a terriblement mal tourné. Lorsque Kidd a atterri après le coup, il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Il a décrit avoir vu une lumière brillante et son corps tout entier s'est mis à ramper. Kidd a été brièvement paralysé à partir du coup, incapable de bouger pendant plusieurs secondes. Alors que Joe l'épingle pour gagner, Kidd commence lentement à retrouver la sensibilité de ses doigts et de ses orteils, mais il souffre d'une douleur atroce. Kidd est transporté d'urgence à l'hôpital, où l'on découvre qu'il souffre d'une grave blessure à la colonne vertébrale. Sa vertèbre C2 était rompue, ce qui avait provoqué une paralysie temporaire. Ce type de blessure est extrêmement rare et entraîne souvent la paralysie ou la mort. En fait, seulement 5% des personnes y survivent. Kidd a subi une intervention chirurgicale d'urgence qui a nécessité 16 agrafes, 4 vis. Bien que sa carrière de catcheur ait pris fin abruptement, il s'est reconverti dans un nouveau rôle,
celui de producteur en coulisses pour la WWE. Malgré la tragédie de la blessure, Kidd est reconnaissant de s'être rétabli et d'avoir trouvé un moyen de continuer à contribuer à l'industrie du catch dans les coulisses. Ne croyez pas que les seules blessures graves survenues à l'intérieur d'un ring de la WWE concernent uniquement des catcheurs masculins. La fracture de la mâchoire de Beth Phoenix en 2006 a marqué un tournant dans sa carrière à la WWE. Après avoir été promue dans le roster principal, elle a fait ses débuts en simple à Raw le 5 juin 2006 dans un match contre Victoria. Au cours du match, Beth Phoenix a reçu une gifle de Victoria. Alors qu'il s'agissait apparemment d'un coup de routine, la bouche de Beth était légèrement ouverte et l'impact lui a brisé la mâchoire. Elle a d'abord cru qu'elle venait de perdre une dent, mais il est devenu évident que quelque chose de bien plus grave s'était produit lorsque les personnes autour d'elle ont reculé à la vue de sa blessure. Beth a été immédiatement transportée à l'hôpital, où des radiographies ont révélé l'étendue des dégâts. Sa mâchoire était non seulement brisée, mais aussi disloquée et déplacée, ce qui nécessitait une opération de chirurgie réparatrice. Les chirurgiens ont posé des plaques d'acier et des vis pour réparer sa mandibule. Pour Beth, la charge émotionnelle a été aussi dévastatrice que la blessure physique. Elle craignait que sa carrière ne s'achève au moment où elle commençait, après avoir fait tant de sacrifices pour rejoindre le roster principal. Malgré ces difficultés, Beth s'est remarquablement rétablie. Après des mois de rééducation, elle a été envoyée dans le territoire de développement de la WWE, OVW, pour reconstruire sa carrière. Elle est finalement revenue dans le roster principal en 2007, où elle est devenue 3 fois championne des femmes et 1 fois championne des divas, consolidant ainsi son héritage en tant que l'une des meilleures athlètes féminines de sa génération. Ce revers au début de sa carrière a façonné sa résilience et sa détermination. Et The Glamazon a depuis été intronisé au Hall of Fame de la WWE, reconnu pour sa contribution à l'évolution du catch féminin. Tegan Nox est une autre catcheuse qui a connu sa part de blessures. La carrière de catch de Tegan a été gravement affectée par une série de blessures dévastatrices au genou qui ont commencé avant même qu'elle n'ait un impact sur la programmation de la WWE. En 2017, Nox était prête à participer au Mae Young Classic inaugural, mais quelques jours avant le tournoi, elle a subi sa première blessure majeure, une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit. Cela l'a obligée à manquer l'ensemble du tournoi et à subir une intervention chirurgicale. Elle a passé près d'1 an à se rétablir et a repris le combat en avril 2018, déterminée à faire sa marque. Malheureusement, lors du Mae Young Classic 2018, la catastrophe a de nouveau frappé. Alors qu'elle affrontait Rhea Ripley en quart de finale, Tegan Nox a tenté un suicide dive à l'extérieur du ring, au cours duquel son genou gauche s'est déformé sous elle. Elle a tenté de poursuivre le match, mais la douleur était insurmontable, ce qui a conduit à l'arrêt de l'arbitre. L'étendue de sa blessure est catastrophique. Elle se déchire le ligament croisé antérieur, le ligament croisé postérieur, le ligament croisé antérieur, les 2 ménisques, se disloque la rotule et subit une fracture du tibia gauche. Nox décrira plus tard sa blessure comme une explosion du genou. Après cela, Tegan a entamé un autre processus de rétablissement épuisant, mais elle est restée résiliente. En 2020, elle subit une nouvelle déchirure du ligament croisé antérieur lors d'une séance d'entraînement pendant sa rééducation. Il s'agit de sa 3e déchirure du LCA en seulement 4 ans, ce qui met sa carrière encore plus à l'écart. Malgré ses revers, Tegan était restée optimiste et déterminée à remonter sur le ring. Chaque fois qu'elle a été confrontée à une blessure dévastatrice, elle a travaillé dur pour se rétablir, illustrant ainsi sa résilience et sa passion pour le catch. Elle continue d'inspirer ses fans par son parcours et sa détermination. Laquelle de ces blessures subies par les superstars de la WWE vous a le plus effrayé? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.